Au XVIIIe siècle, l'Europe a définitivement basculé dans l'absolutisme. Depuis 500 ans, la Corse est sous domination de la République de Gênes et est considérée par elle comme une colonie. Déjà plusieurs révoltes ont secoué l'île. Les Génois ne contrôlent vraiment que les côtes et non les vallées où subsiste un sentiment corse. C'est au XVIIIe siècle que ces révoltes vont devenir une véritable révolution et que pendant 14 ans, la Corse sera totalement indépendante. Pasquale Paoli n'est pas seulement l'un des artisans de cette révolution. Il a aussi instauré une constitution écrite et les principes d'un peuple souverain et ceux d'un gouvernement en partie démocratique. Chose alors nouvelle, dans l'Europe des Lumières, ce mouvement influencera des peuples à travers le monde. Les minutes qui suivent ne seront certainement pas exhaustives, mais ont pour but de vous donner un aperçu de cet homme peu connu, mais qui a croisé le chemin des plus grands de son temps, tout en mettant en pratique des idées nouvelles. Si tenne una consulta generale al convento di Sant'Antone di Casabianca. Sono eletto capo generale della nazione il 14 di luglio. Abbio tutti i poteri, ma il mio progetto è democratico. I 16, 17 e 18 di novembre di 1755 il mio progetto di Costituzione è valutato dai rappresentanti di un popolo in corti. Questa Costituzione camperà 14 anni. Dice che gli uomini nascono liberi e uguali. La sovranità è un popolo che l'ha. La Corsica è indipendente. All'epoca, numerosi sono quelli che dicono che è la prima Costituzione democratica d'Europa, se non è di un mondo. Ma è soprattutto un mutuo di una nazione che non si vuole sottomettere. Corté devient la capitale. On bat une monnaie et on crée une marine corse. On crée une université chargée de former les cadres de ce nouvel État. Tous les citoyens de plus de 25 ans peuvent élire leurs représentants à l'Assemblée. Même les femmes veuves, chefs de famille qui ont atteint cet âge, le pourront. Aujourd'hui, on dirait que c'est peu, mais à l'époque, c'était extraordinaire. Un peuple souverain en Europe, c'était unique. Près de 100 ans. 100 ans avant le premier suffrage universel masculin en France. Pour parfaire cette nation en construction, on lui donne également son hymne. L'Europa sana bene avere la Corsica. I pensatori di ogni paese bene non avere la nostra esperienza politica. Vinarà un scozzese, James Boswell, incantato da un nostro nuovo regime. L'ho scontro parecchie volte e le ho parlato assai che volia il sostegno di un re d'Inghilterra in la impresa. Mi ci volia qualche sia che sapeva parlare inglese per spargere le idee in un reame d'Inghilterra. Ben che Boswell farà campagna in favore della nostra causa, una volta voltato in Londra, il re George III combinerà di maniera diretta a aiutarci. Quest'opera ha potuto far conoscere la nostra causa al mondo anglo-sassone. Ces récits de Boswell, écrits en anglais, iront jusqu'aux colonies américaines une décennie avant leur propre révolution. Les fils de la liberté américains se diront inspirés par Paoli. Benjamin Franklin, l'un des pères de la révolution américaine, citera Paoli en exemple, tout comme George Washington. Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, aura un buste de Paoli dans l'une de ses maisons. 6 villes américaines vont porter son nom. Il nostro combatto neanche compio.
Eravamo riusciti a far scappare i genuesi che non avevano dato che a Bonifacio, ma era senza contare all'invasori noi, i francesi. La Repubblica di Genova vende all'isola di Corsica alla Francia, il 15 di maggio del 1768, e il famoso Trattato di Versailles. Il re di Francia manderà la sua armata potente a conquistare Corsica. L'8 ottobre del 1768 vincimmo la battaglia di Uovo. L'8 di maggio del 1769 la nostra coraggiosa armata, inferiore in armi e uomini, è disfatta in Ponte Nuovo. Così compie la Corsica indipendente. Il 12 di giugno lascio la Corsica, parto in esilio in Inghilterra. Sarà il mio secondo esilio. Il sera accueilli comme un héros en Grande-Bretagne, reçu comme un chef d'État en exil. Notamment grâce à Boswell, il pourra intégrer les milieux intellectuels de Londres, mais rêve encore et toujours de Corse. Le 30 novembre 1789, l'Assemblée nationale française, fraîchement révolutionnaire, proclame que la Corse fait partie de l'Empire français. Cela paraît raisonnable à Paoli. Cette assemblée a aboli les privilèges et s'oppose au pouvoir royal. La Corse, au sein de cette France, ne serait pas indépendante, mais elle serait libre. Quando volto in Londra, passo in Parigi. Scontra tutti i rivoluzionari, ma di no un re. Il 14 di luglio di 1790 metto donne i piedi in casa mia, a Corsica. Il 9 di settembre di 1790 un'assemblea di corsi mi face diventare consigliere generale a Corsica. Era bella la rivoluzione, è diventata terrore. Un boio li stesse a fare in Corsica. Domanda aiuto al re d'Inghilterra e il 19 di giugno di 1794 nasce il reame anglo-corso, dopo l'acconsento di un'assemblea unita sposta. George III è il re. Sir Elliot Gilbert ha la direzione della Corsica, su Stato a Soggio. C'è una nuova Costituzione, quasi come quella di 1755, ma quantunque appena meno democratica. Il 13 ottobre di 1795 mi tocca esiliarmi, torno in Inghilterra. Il re trova che io faccio tutto da che non viaggia a nuova amministrazione della Corsica. Nel 1796 Napoleone Bonaparte ripiglia la Corsica all'inglese, diventerà torna francese e stavolta per sempre. Aiuta a compiere la movida alla corte di Londra, quando è morto, il 5 di febbraio di 1807, una lastra commemorativa e un busto di me saranno installati in l'abbaia di Westminster, in dove sono incoronati i re d'Inghilterra. Poche mica so i frustieri che hanno avuto l'onore che ho io. En 1818, une loi douanière taxe les produits partant de Corse et détaxe ceux qui viennent du continent, ce qui a pour effet de priver la Corse de ses débouchés commerciaux traditionnels en Méditerranée. La Corse était dans son coin. Du moment qu'elle restait tranquille ou on la faisait rester tranquille, tout était parfait.
Alors, il est évident que, par exemple, les dispositions de 1818 n'ont été supprimées qu'en 1912. D'ailleurs, il y avait une compensation, parce qu'il y avait une espèce d'aide, donc il fallait une compensation. On avait donné je ne sais combien de francs or annuels pour 50 ans pour cette histoire-là. Et la plupart du temps, l'aide en question servait à construire des gendarmeries. Il y a eu, par exemple, au cours du XIXe siècle, parmi ces lois, pour développer le pays, et aujourd'hui, avec la réflexion que nous avons aujourd'hui de ce qu'est une société, comment pouvez-vous comprendre que l'on puisse détaxer le tabac, l'alcool et la poudre? Est-ce qu'on crée véritablement un développement en détaxant ces trois produits? La période de Napoléon III, c'est essentiellement l'intégration d'énormément de Corses dans l'administration française, c'est-à-dire le début de la réussite de ce qu'on appelait affrancisata, la francisation de la Corse. Et énormément de Corses deviennent, alors ministres, mais aussi tous les degrés inférieurs de l'administration, c'est-à-dire commissaires, et vraiment intègrent l'armée napoléonienne de Napoléon III dans son ensemble. Et quand il y a la défaite de Sedan, 1870, les Corses, comme souvent c'est le cas en France, sont considérés comme coupables de la défaite de Sedan et de la défaite de la France. Et on assiste à ce qu'on appellera plus tard des ratonnades, à la fois à Paris où des Corses sont jetés dans la Seine, et en même temps à Marseille où des Corses sont poursuivis dans les rues du Vieux-Port, sont tués et ensuite jetés dans l'eau. Et il y a la Commune, et très curieusement, la gauche, une partie de la gauche la plus radicale qui a pris parti à juste titre pour la Commune, ces gens-là, ces gens de gauche comme Jules Vallès, comme Clémenceau, vont eux également, sont l'ombre d'une intelligence, expliquer que la Corse est responsable de la défaite de Sedan et demander la séparation de la Corse avec la France. Alors c'est la fameuse phrase de Clémenceau, nous cédons la Corse pour un franc symbolique à l'Italie. Et je pense que ça va être le début d'une espèce de honte qui va perdurer jusqu'à la guerre de 14-18. Ainsi, mis au banc de la société, les Corses choisiront de rejoindre en masse l'administration et l'armée coloniale. Ils en constitueront 30% des effectifs, alors qu'ils ne représentent que 0,4% de la population française. Le sort particulier qui sera réservé aux poilus corses de la guerre de 14-18 est déjà inscrit dans ces chiffres. L'armée coloniale sera utilisée comme chair à canon. Lui mu sempre grida, evviva lo sangue corso. Di 173 ne buide severi, di varianza non ce n'è stato, eravamo tutti sinceri, e quelli non sono morti, sono feriti o prigionieri. Puide fa un elogio al nostro reggimento, si è battuto con coraggio, malgrado senza armamento, e li fece ai vettu anche un comandamento. Nel canale di Len c'è restato più di un corso, sapeva contare tutto, sarebbe lungo il scorso, dalle morti che c'era, lo fiume falava rosso. On les a envoyés faire une guerre. Ils ne parlaient même pas français. Mon grand-père, il a fait Verdun. Je me demande comment il ne parlait pas français. Il est mort, il ne parlait pas un mot de français. Alors, je ne vois pas en quoi, comment il pouvait-il être concerné, lui comme d'autres, par cette guerre. Je comprends pas. Et ensuite, à cette époque-là, disons, la période, j'allais dire, on sortait à peine de la période de pacification. On ne pouvait pas dire qu'on était pleinement français, parce que ma grand-mère m'a jamais dit qu'elle se sentait pleinement française. Ce problème ne l'évoquait même pas, puisque ça ne la concernait même pas, à la limite. Je parle de ma grand-mère. Hein. Elle n'attendait rien, elle n'avait rien eu de la France, et sinon son mari qui avait été, disons, maltraité durant cette guerre, et ses proches, ses parents, ses cousins morts à cette guerre. C'est tout ce qu'elle pouvait connaître de la France, c'est tout. Le reste, en question d'avantage, elle n'en avait aucun. De Corse aussi, pourtant, beaucoup de soldats étaient partis la fleur au fusil. Ils déchantèrent très vite. D'ailleurs ici, vers la montagne de Cagnes, il y avait des camps de déserteurs. Parce que quand les gens revenaient pendant grand-père, donc il y a eu 2 permissions, je crois, quand ils revenaient ici, ils voyaient la misère qu'il y avait, ils n'avaient plus envie de repartir. Et donc c'était un état de désolation totale, et je pense que c'était même pas de la colère contre la guerre ou contre la France, je crois que ça a été vraiment une dépression. Les pères de famille de plus de 5 enfants, ce qui était très courant, n'étaient pas dispensés de front.
Un front où les Corses étaient systématiquement utilisés en première ligne, sort qu'ils partageaient avec les tirailleurs sénégalais et les soldats bretons. Le 173e régiment d'infanterie, entièrement composé de Corses, fut reconstitué 3 fois. Il laissa à lui seul 3400 morts dans les tranchées. Aucun département ne paya un aussi lourd tribut. Aucun n'eut autant de gueules cassées, de veuves et d'orphelins. Les Corses n'avaient pas les permissions comme les autres. Hein? Le Continental a une permission tous les 3 mois, le Corse tous les 6 mois. Il est vrai que si vous le laissez un peu plus au front, écoutez, il a les chances de récolter quelques balles. Les nombreuses discriminations obligent le député d'Ajaccio à intervenir. Monsieur le ministre de la Guerre, je viens d'apprendre votre décision de n'accorder de permission de détente aux soldats corses qu'1 fois par an. Votre prédécesseur avait établi que les permissions pour la Corse seraient données tous les 6 mois, au lieu de tous les 4 mois pour le continent français. Cette décision, qui avait été acceptée, doit être suffisante. Je vous demande donc instamment, monsieur le ministre, de vouloir bien revenir sur votre décision. Nouvelle protestation quand les classes les plus anciennes sont partout démobilisées, sauf les soldats corses. Les jeunes Corses, comme toujours, ne trouvèrent leur salut que dans l'exode. Mais la chute de l'empire colonial français reposa avec acuité le problème du développement économique. La France, ça va de Dunkerque à Tamanrasset, la France va de Dunkerque à Bonifacio. Et un territoire qui jusque-là n'avait servi qu'à soutenir la solidification de la République et l'entreprise coloniale, inutile de rappeler combien les Corses ont joué le jeu naturellement, puisque c'était un appel d'air pour éviter qu'il reste en Corse, et le clan a joué un rôle important là, de pourvoyeur de places et d'emplois dans les douanes, dans l'armée, dans les colonies, etc., etc., etc. Et tout d'un coup, la France va se rétracter sur son territoire hexagonal, qui fait que ce qui n'était pas un problème jusqu'à 1957 ou la fin des années 50 va en devenir un. Qu'est-ce qu'on fait du territoire insulaire ? On va poser la question de savoir si, dans le plan d'action régionale de 1957, si la Corse ne va pas pouvoir récupérer certaines fonctions. Les essais nucléaires dans l'Argentine, puisqu'on voulait faire des essais nucléaires dans l'Argentine, le Sahara, l'Argentine, sur le maintien du chemin de fer, sur le maintien du statut fiscal, des particularités des arrêtés Millau. Vous avez là tout un contexte de revendicatif qui est en fait mené par qui ? Par la classe politique traditionnelle, qui tout d'un coup se rend compte que peut-être qu'elle n'a pas bien joué le rôle qu'elle aurait dû jouer, qu'elle a trop joué le jeu de la solidarité républicaine, de la République, de l'Empire colonial, et qu'aujourd'hui on est en train de proposer tout simplement que la Corse devienne un territoire de substitution par rapport à des possessions coloniales. Alors là, tout d'un coup, les élus se réveillent en disant « Mais attendez, mais nous, dans cette affaire, qu'est-ce qu'on fait ?» Dernière séquence, c'est que par exemple en 1957 ou 8 ou 9, je ne me souviens plus exactement des dates, il y avait déjà une colère corse, on faisait déjà sauter quelques sous-préfectures ou quelques perceptions, et le gouvernement, qui refusait de négocier avec des terroristes, en quoi il n'avait pas nécessairement tort, mais qui avait compris qu'il y avait un problème, a créé la SOMIVAC, Société de mise en valeur de la Corse. Elle était dotée d'un important budget pour acheter des terres, les remembrer, c'est-à-dire redécouper les champs, détruire des haies, peut-être en creuser d'autres, irriguer, faire de nouvelles propriétés et les revendre. Il n'était pas question que la SOMIVAC loue des terres et devienne un propriétaire, mais il était question qu'elle revende aux agriculteurs de Corse des terres en bon état. C'est en décembre 61 ou janvier 62 que la SOMIVAC télégraphie à son ministère de tutelle, je ne sais plus si c'était l'équipement ou l'agriculture, peut-être l'agriculture, voilà, premier bilan, nous avons bien travaillé, à 400 lots prêts à être mis à la vente, nous le ferons en février 62. Télégramme de Paris en réponse, bravo, beau travail, mais 90% des lots mis à la vente seront à réserver pour les pieds noirs qui vont rentrer d'Algérie. J'ai bien dit 90%.
À 15%, tout le monde aurait compris, les Corses auraient volontiers accepté. À 50%, ça aurait été un peu dur. À 90%, c'est une incitation à la guerre civile. L'adoption par le Conseil des ministres en août 1971 du plan d'aménagement de la Corse mettra aussi l'île sur le feu. Ce plan prévoit de quadrupler le nombre de lits touristiques en 15 ans. Pire, il envisage de faire passer la population insulaire de 210 000 à 320 000 habitants par une immigration continentale et étrangère. Sur l'île, on parle aussitôt de disparition programmée du peuple corse, et le discours se radicalise.